La commune de la Gombe, épicentre du coronavirus, aux allures d'une ville fantôme. Le supermarché hermétiquement fermé, les artères et les places publiques désertées. Les entrées et les sorties barricadées et filtrées au millimètre près par la police nationale congolaise. Celle-ci applique à la lettre le confinement de la population pendant 14 jours, tel que décidé par l'autorité provinciale, histoire de briser la chaîne des contaminations de la pneumonie virale. Pour y parvenir, les services sanitaires ont été déployés dans les coins et recoins de cette partie de la capitale congolaise, services qui veillent à l'application des gestes barrières. Nous cherchons les alertes, dans les cas alertes. Car alerte, en fait, c'est quelqu'un qui présente un des signes de la maladie à question. Prenons par exemple la toux, la fièvre, céphalée et la fatigue. Alors dès lors que nous tombons sur un cas pareil, nous l'isolons, nous le mettons à côté, nous appelons l'ambulance. L'ambulance vient avec une équipe des investigateurs et vont passer à faire une investigation approfondie, ce que nous appelons les dépistages secondaires. Ça, c'est les dépistages primaires. Ils vont faire les dépistages secondaires et par après, on prélève les échantillons, on les met en quarantaine en attendant la sortie des résultats. Et si tu ne présentes pas des signes, comme nous n'avons pas de laboratoire ici, on n'a pas un laboratoire mobile, justement pour passer au prélèvement et à l'analyse, on le fait passer sans problème. Malgré leur disponibilité à servir l'État congolais, les services sanitaires fustigent les comportements de certains officiels et qui s'en passent. Mais une seule difficulté, c'est qu'il y a certains officiels qui ne veulent pas descendre et puis se laver les mains. Ah bon? Oui. C'est quelques officiels, oui. Donc ils passent à une vive allure. Nous avons nos agents, nous avions demandé à ceux qui aient une place de roulage, qu'ils montrent déjà qu'ils devaient diminuer la vitesse et descendre. Un petit geste qui peut les sauver et nous sauver nous autres, c'est laver les mains passées. À une vive allure, bon, il est qui, je ne sais pas. Quand il passe, on essaie un peu de sensibiliser. Alors que et devrait prêcher même en exemple. S'il descendait que la population voyait quand telle personne est descendue, se laver les mains, ça pourrait encore donner un fort message dans le cadre de sensibilisation pour demander à tout le monde de pouvoir faire ceci. Sont interdites d'accéder au centre d'affaires les personnes sans badge octroyées par l'hôtel de ville, y compris tous les transports en commun, taxis, bus, tricycles et mototaxis. Les hôpitaux, en ce qui les concerne, travaillent 24 heures sur 24. Lundi 6 avril 2020, une journée pas comme les autres, tant pour les habitants de la commune de la Gombe que pour ceux qui y accèdent chaque jour dans le cadre de leurs activités respectives. La circulation de véhicules est moins dense. Le confinement annoncé par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean Tilingo Bilambaka, est enfin entré en vigueur. La présence de policiers et autres agents de sécurité dans différentes barrières érigées ici et là en est une illustration parfaite. Pour se rendre compte de la situation et s'assurer que ces instructions sont appliquées à la lettre, Jean Tilingo Bilambaka a visité les postes d'accès à la commune de la Gombe, notamment ceux de l'avenue des Huileries à la hauteur de l'avenue Itaga. L'autorité urbaine en a profité pour régler certains malentendus, notamment la question des badges émis par l'hôtel de ville de Kinshasa qui ont été boudés au niveau de certaines barrières les avant-midi. Le numéro 1 de la ville a été formel. Seuls ces badges-là, présentés pour la circonstance, ont cours légal durant toute cette période de confinement du centre des affaires quinois. Déjà tôt le matin de ce lundi, une longue file de véhicules attendait de l'autre côté, particulièrement aux abords de l'avenue des Huileries. Du côté de la commune de Kinshasa, de nombreuses personnes malmenées et commençaient à s'aligner en respectant les règles d'hygiène. Prise des températures, lavage de mains obligatoire. Et les agents de la police et ceux du ministère de la Santé étaient là pour faire respecter ces instructions des autorités pour lutter contre la pandémie du coronavirus COVID-19. Sur instruction du chef du gouvernement, le ministère de la Santé ne cesse de s'activer pour la désinfectation totale de l'immeuble de l'hôtel du gouvernement à la place Royale. Pour la énième fois, ce lundi 6 avril, le vice-ministre à la Santé, Albert Mpeti-Mouyambo, a reçu mandat et est descendu personnellement sur place
pour s'imprégner de la manière dont s'effectuent les travaux réalisés par une équipe professionnelle en hygiène, assainissement et désinfectation. Il faut mettre tous les membres du gouvernement, des différents ministères qui occupent ces bâtiments en sécurité et en confiance en rendant tous les locaux sains plus qu'avant, a souligné Albert Petit. Ce bâtiment que vous voyez ici, c'est le symbole du pouvoir d'État. Ça représente l'exécutif du gouvernement de la République. Il n'est pas normal que ce bâtiment soit abandonné, ne soit pas décontaminé. C'est notre devoir républicain que de faire un travail professionnel. D'autres se sont essayés à faire ce travail. Ils ont bâclé cela. Ils ont mis la vie de l'intelligentsia, c'est-à-dire les membres du gouvernement, de la République. On a mis leur vie en danger. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, il m'a confié ces dossiers. J'ai réuni Dr Isabelle et notre responsable de l'environnement pour que nous puissions faire un travail professionnel, pour que nous puissions sauvegarder la vie de ceux qui sont dans l'exécutif. Le docteur Isabelle Lumboué, présidente de la commission prévention et contrôle du Covid-19, très déterminée de rompre la chaîne de transmission de cette pandémie. Comme le Gombe va être en confinement, pendant ces 20 jours de confinement, le ministère nous a donné le planning. Comme vous savez que c'est multisectoriel, nous allons travailler dans des grandes artères, dans des immeubles de la Gombe. L'objectif, c'est pour rompre la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus. Ce coup de poing avec désinfectation systématique à l'immeuble intelligent est le seul moyen de prévention, mais aussi le meilleur remède d'arrêter la propagation de la maladie et mettre à l'abri le plus grand nombre du personnel gouvernemental locataire de ces bâtiments. Face à l'équation Covid-19, les Kinois sont désormais appelés à limiter leurs déplacements, ou mieux, à rester chez eux. Ces dispositions salutaires prises par les autorités pour contenir la propagation du coronavirus à Kinshasa nécessitent une chaîne de bienfaisance en faveur des plus démunis. Dans cet élan de solidarité, la Fondation Denis Nyakerochi Sekidi a pensé aux orphelins regroupés dans quelques structures d'hébergement, aux personnes vivant avec handicap, aux épouses et veuves militaires, aux personnes du troisième âge et aux étudiants des différents établissements universitaires de la capitale. Des vivres et non-vivres leur ont été remis pour subvenir à leurs besoins primaires. Eh bien, les personnes qui vont bénéficier de ce don sont principalement les étudiants vivant dans les homes qui, après que l'on ait annoncé la fermeture des universités pour raisons d'hygiène, n'ont pas de famille ici. Donc il y a environ 1500 étudiants à travers Kinshasa qui ne savent pas rentrer chez eux et qui n'ont pas de famille ici. Ce seront eux les principaux bénéficiaires de ce don. Nous sommes bloqués, il n'y a pas de donataires. Tout le monde reste à la maison. Alors si la première dame songe à nous, vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir. En ces temps difficiles que le monde entier est en train de traverser, c'est louable de sa part d'avoir pensé à ceux qui sont démunis, vulnérables. Nous ne savons pas quel mot nous allons utiliser pour les remercier. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur et demander à ce que le Seigneur la bénisse aussi. Le personnel soignant des hôpitaux en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et la Croix-Rouge de la RDC, dont l'action en temps de crise mérite une reconnaissance, n'ont pas été oubliés par l'épouse du chef de l'État. Ce don va nous aider non seulement à nourrir les hommes et les femmes qui travaillent jour et nuit pour ceux qui sont faibles. Et si d'ailleurs ceci peut servir aussi à toutes ces personnes aussi qui sont très malades maintenant, vu que les contacts entre les malades et leur famille n'est plus établi pour le moment, nous pouvons élargir au niveau de nos cuisines, si cela est possible, pour que nous puissions donner à manger aux équipes qui sont maintenant confinées dans les pavillons en train de s'occuper d'eux. Bon, d'abord, je ne peux que remercier la Première Dame pour cet appui qu'elle donne à la Croix-Rouge, dans la mesure où, comme vous le savez, la Croix-Rouge est sur le terrain dans le cadre non seulement de la pandémie contre le Covid-19, mais aussi avec toutes les autres catastrophes que nous vivons dans notre pays. Le don
est le bienvenu. Ça va nous aider vraiment à aider les volontaires qui sont mobilisés évidemment dans cette riposte. Cette chaîne de bienfaisance, solidifiée par ces gestes de la Fondation Denis Nyakerochi Sekedi, devait être un réflexe pour tout Congolais épris de paix et de solidarité. Le chef de l'État a pris la décision salutaire d'isoler Kinshasa par rapport aux autres provinces de la République. Cette décision concernait principalement 4 points de sortie. Il s'agit de l'aéroport de Njili, la nationale numéro 1 par Kasangulu et par Mongata pour la province du Kwango. Et aussi le long du fleuve Congo dans différents beaches. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Le dispositif sécuritaire de riposte implanté à Njili n'a pas été le même sur la nationale numéro 1. Aujourd'hui, je vous dis, il suffit d'un seul Congolais qui soit porteur du virus pour mettre toute une province à genoux. Nous demandons à ce que des mesures concrètes et très sérieuses soient prises dans les différents points de sortie de la ville de Kinshasa. Certains trouvent que c'est une occasion de se faire de l'argent. Nous voyons même les images sur la route du Congo central ici, où les commerçants arrivent à dribbler un peu la vigilance des forces de l'ordre. Et là, nous disons qu'il faut absolument prendre des sanctions qui s'imposent pour éviter que ce virus puisse traverser les différentes barrières pour effectivement confiner Kinshasa, pour faire face à cette pandémie qui est très mortelle. Gombe est confiné, mais qui habite réellement Gombe? On a confiné les immeubles, on a confiné les sociétés vides. J'en profite pour en appeler encore une fois de plus à la discipline personnelle de tout Congolais, de respecter les règles. La responsabilité des gouverneurs en province. Si nous avons du mal à gérer Kinshasa, imaginez un seul instant le virus en province, dans le Kasaï, dans le Kwilu, dans le Kwango, un peu partout, dans la province orientale. C'est la mort. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter que le virus n'atteigne les provinces. La lutte en cours contre la pandémie du coronavirus commande une exigence qui appelle l'implication de tous les Congolais. C'est justement en réponse à cette démarche qui rappelle le fameux Union fait la force que l'honorable Christelle Vwanga, élue de la Funa, a choisi d'associer la SBL, journaliste en action JIA en sigle, à la descente de sensibilisation à l'Institut national pour aveugles. Soit on a, soit on n'a pas. Soit nous tous, nous sommes des personnes handicapées, soit on ne l'est pas. Nous sommes des personnes à part entière. Quand on parle de la distanciation, quand on parle des gestes barrières, c'est laver les mains, ne pas se saluer, garder la distance. C'est pour tout le monde. Et c'est le message que je peux lancer présentement à toutes les personnes handicapées. En ce moment, le mieux, c'est de faire connaître à tout le monde les mesures barrières. Il était plus que normal qu'elle est venue voir les personnes aveugles. Nous sommes venus l'accompagner pour rassurer aussi ces personnes-là qui sont des personnes à part entière. Et JIA s'est associé à cette action qui est une action de solidarité d'abord et d'amour du prochain ensuite. La présidente du JIA, Virginie Lofembe, a insisté sur tous les bienfaits qu'il importe de tirer du respect des mesures barrières décrétées justement pour se prémunir contre la contagion du Covid-19. Lutter contre le coronavirus, toutes les provinces se préparent à bouter hors état de nuire cet ennemi commun. Dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu a réceptionné le week-end dernier un lot de matériel dans le cadre de la lutte contre cette pandémie déclarée également en RDC. Ces matériels envoyés par le gouvernement central sont essentiellement composés des masques, des thermomètres laser, des tenues pour le corps médical, des dépliants et des affiches pour ne citer que ceux-là. Le gouverneur Bobo Boloko explique. Je suis venu réceptionner le premier lot de matériel pouvant servir à la lutte contre la pandémie de coronavirus envoyé par le gouvernement de la République pour le compte de ma province. La population de l'Équateur est donc appelée à respecter les gestes barrières, enfin de barrer la route au Covid-19 dans cette province. Les vents dévastateurs de la pandémie du coronavirus, qui souffle partout au monde, est peut-être arrivé à la porte de la province du Sud-Ubangui, l'une des entités territoriales congolaises, qui bénéficie d'innombrables avantages que lui offre la rivière Ubangui, l'un des affluents du majestueux fleuve Congo, d'où une thérapie de choc
quant au renforcement des gestes barrières, de lutte contre le Covid-19 sur ces grands boulevards naturels. Nous avons deux frontières, la frontière centrafricaine et la frontière du Congo-Brazzaville. Nos deux populations se côtoient mutuellement. Il y a des marchés communs, il y a des échanges commerciaux, il y a des transactions commerciales qui se font de manière régulière. Ce qui fait que cette copénétration, si elle n'est pas régulée, et en ce moment-ci, si les autorités provinciales ne réussissent pas à fermer les frontières, nous risquerons dans les jours à venir de compter un nombre important de cas de contagion. Eu égard à cette vision préventive, ces DINFI du Sud Ubangui fixent l'opinion quant à la situation épidémiologique du Covid-19 dans cette partie du pays. La situation de manière globale dans la province du Sud Ubangui est jusque-là moins inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a 0 cas, tant dans les 2 villes que dans les 4 territoires. Nous demandons à nos frères de Sud Ubangui d'observer de très près tous les gestes barrières. Parmi les points essentiels évoqués au cours de cette rencontre figure l'évaluation du processus entamé par la République démocratique du Congo sur la migration vers la télévision numérique terrestre, l'état de lieu actuel du processus de migration, les défis afférents restant à relever par le gouvernement de la République, examen et adoption de la feuille de route réactualisée relative à l'arrêt complet des chaînes de télévision émettant encore sur la bande de fréquences UHF et VHF. La problématique de la disponibilisation de fréquences supplémentaires pour les deuxièmes dividendes numériques au profit des investissements de la télévision numérique terrestre. Les mesures relatives à l'intégration des chaînes sur les réseaux de diffuseurs publics de la TNT par la compression. Aussi, l'évaluation financière du deuxième numérique attendue pour la libération de fréquences analogiques UHF utilisées à l'exploitation de la 4G et les modalités pratiques à soumettre au gouvernement sur la répartition des produits du dit dividende entre le trésor public. Plusieurs points vont être examinés comme l'examen et adoption du dossier portant création et prise des participations publiques dans la société mixte et partenariat public et privé. Signalons par ailleurs que ces assises se tiendront pendant 3 jours, 2 jours pour les comités préparatoires et 1 jour pour la réunion proprement dite de la session extraordinaire du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre. Les bateaux pousseurs MB Kambagnoka transportent cette cargaison pour un total de 1250 tonnes composées essentiellement de 805 tonnes de ciment gris, 145 tonnes de sucre, 180 tonnes de riz et enfin 120 tonnes de carburant. La politique mise en place dans ces projets pilotés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI est d'expédier chaque mois 2 cargaisons à destination du Kasaï afin de ne pas tomber dans la rupture de stock dans ces coins enclavés de la République, a déclaré François Mpouila Mukendi, directeur adjoint aux études du FPI, qui a assisté au départ de ce deuxième convoi. Et nous travaillons par palier pour la diminution des prix, parce qu'il y a des coûts qui sont engagés pour amener la cargaison au niveau de Mbujimaï. La finalité que nous avons est que sur une période de 6 mois au moins, nous puissions obtenir les prix qui diminuent sensiblement. Mais pour l'instant, nous allons progressivement. Je donne un titre indicatif pour les prix des ciments. Nous avons trouvé 27 à 25 $. Mais pendant ce moment ici, on est en train de mettre le prix pour un premier palier entre 20 et 21 $. L'objectif final poursuivi dans la pérennisation de ce projet est d'inonder la ville de Mbujimaï et ses environs en produits de première nécessité. Tous ces produits devront être vendus à un prix abordable pour que cela soit accessible à toute la population. Cela étant, le FPI et les établissements Mali Lanzenze travaillent pour la réduction graduelle des prix. Rappelons que le premier convoi qui est parti de Kinshasa le 8 mars dernier avait accosté le 29 mars au port de Ndomba via Lusambo dans les Sankouro. Actuellement, les marchandises sont en train d'être acheminées en Mbujimaï.
le nombre de femmes par rapport à maintenant, il y a quand même une évolution positive. Nous constatons que il y a des femmes dans la prise de décision, il y a des femmes qui sont promues, il y a des femmes qui osent comme avant. Quand vous voyez qu'il y a un élément dans le groupe, quand vous trouvez qu'il y a un élément qui émerge, qui a certaines qualités dont vous avez besoin pour le développement, la promotion du groupe, vous n'avez qu'à appuyer et faire en sorte que cet élément-là soit vu et soit découvert pour qu'au finish, que tout le monde puisse tirer des dividendes. Il y a un problème d'assurance. La femme s'est dit, moi, pour émerger, il faut qu'il y ait des hommes qui me soutiennent. Or, vous savez, La Fontaine le dit, un flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, tellement vous vous entourez des hommes, vous pensez que vous êtes fort grâce à ces hommes-là. Ces hommes-là utilisent ces faiblesses-là pour essayer de vous exploiter et parfois... et de faire voir que vous tellement vous pensez qu'ils sont en train de vous couvrir, ça empêche même qu'il y ait un développement dans la société. Les législateurs nous disent nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu te sens aigri, tu sens des droits lésés, même quand tu les ignores, il faut aller se confier à des gens. Par exemple dans les ONG, si vous allez confier votre cas dans les ONG, vous avez peut-être peur pour les avocats, vous n'avez pas assez d'argent. Mais les ONG peuvent vous aider. Ils peuvent vous canaliser et permettre à ce que votre droit soit rétabli. Mais d'abord, il faut connaître ces droits-là ou alors faire quelque chose par rapport à la négation de droits que vous êtes en train de subir.